Bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire sur la gestion des talents, comment aller au-delà de la matrice à 9 cases. Je vais donc démarrer cette séance par un premier petit sondage que je vais lancer tout de suite pour avoir un petit peu votre avis sur quelle est votre utilisation de la Ninebox. Je le lance tout de suite. Voilà, normalement vous pouvez répondre. Donc, il y a 4 réponses possibles. Je suis un utilisateur dans mon rôle actuel. J'en connais le concept, mais je ne l'ai jamais pratiqué. Je l'ai connu par le passé et vais l'implémenter ou autre. Donc, voici, on voit que 42% connaît le concept, mais ne l'a jamais pratiqué. Donc, ici, on va essayer de vous donner un maximum d'informations sur cette matrice à 9 cases et également pouvoir vous dire comment est-ce que nous, on pense à pouvoir y aller au-delà de cette matrice. Reggie, je vais te donner la main si tu nous... Je vais, après la présentation de Magali, qui est une expérience d'un client et que nous avons accompagné également, vous expliquer les fondements de ce qui nous a amené à concevoir la gestion des talents au-delà de la matrice des 9 cases. Parmi les éléments que nous voulons mettre en avant, le premier, c'est la gestion des talents. C'est un exercice au XXIe siècle qui doit descendre jusqu'à l'atelier de production. Donc, il faut que l'exercice que vous allez construire en gestion des talents puisse être déployable jusqu'au niveau des ouvriers. Il y a des talents partout. Et la question est maintenant comment je les identifie. Et pour ça, il faut passer par une population de managers qui ne peuvent pas se satisfaire d'un outil fragile comme la Ninebox. La deuxième quête qui nous a animés, c'est que tout le monde est conscient que la gestion des talents par le Ninebox va manquer d'un certain nombre de qualités, de granularité pour commencer. Or, nous pensons que la gestion des talents de demain doit être puissante tant en termes d'objectivité qu'en termes d'équité. C'est ce qui nous a forcé, alors évidemment dans mon métier de chercheur à l'Université de Bruxelles, ça nous a donné aussi l'occasion de faire beaucoup de travail de réflexion et d'analyse sur ce qui se fait aujourd'hui dans le monde, et c'est comme ça qu'on est arrivé à ce que je vais vous présenter à l'instant. Peut-être revenir sur l'origine de cet outil. C'est un outil de gestion des talents, des plans de succession, essentiellement pour le top management. C'est un outil industriel. Il a été développé dans les années 70 par McKinsey, brillant chercheurs et consultants, pour une entreprise non moins brillante de l'époque, General Electric. Donc, ils étaient très en avance puisqu'ils étaient les tout premiers à s'intéresser à la gestion des talents, les plans de succession. Ce qui est interpellant, c'est que cet outil est encore aujourd'hui utilisé par près de 90% des grands groupes industriels. Ce qui est étonnant, parce qu'un outil est la peau si dure, alors qu'il est si critiqué, c'est interpellant. Alors, à quoi doit-on cette longévité? Deux choses. La première, c'est l'écosystème de nos dirigeants. Il faut reconnaître que pour amener les patrons des organisations à se pencher sur des outils de l'ARH, gestion des ressources humaines, et que ce système, disons, prenne de la place chez eux, il faut... Écoutez, je suis désolé, j'ai mon chat qui miaule. Je suis désolé, je vais l'arrêter parce que sinon il va m'empêcher de... Pas de souci, Reggie. Ça, c'est les aléas du direct. C'est pas possible. Il est à la porte. Toutes mes excuses. Il n'y a aucun problème. Je me reconcentre là. Je reviens. Donc, l'écosystème de nos dirigeants, c'est ce qui fait qu'ils ont du mal à changer leurs habitudes. Une fois qu'ils ont compris, et l'outil Ninebox a un grand avantage, c'est qu'il a le mérite d'être simple, pour ne pas dire parfois même simpliste. C'est compliqué de les faire changer d'avis. Deuxièmement, il y a peu d'alternatives sur le marché qui offrent aujourd'hui quelque chose de crédible, qui soit déclinable facilement pour obtenir le support de ces managers. C'est ce qu'on appelle le dilemme du talent manager. Je préfère en tant que talent manager maintenir un outil qui n'est pas parfait, mais éviter de me rencontrer des objections avec des gens qui vont dire « Ah oui, mais ce truc, c'est moins bien, c'est trop compliqué, etc. » Donc ça, c'est la situation.
Pourquoi le Ninebox en fait est un problème quand on le connaît aujourd'hui? Eh bien, je crois que vous avez la réponse sur ce slide. C'est une étude très intéressante qui a été faite en 2015 et publiée dans la Harvard Business Review. C'est ce qu'on appelle l'effet idiosyncratique. En réalité, quand on parle du potentiel de quelqu'un, qu'on s'intéresse à sa façon de pouvoir être quelque chose demain, on observe que l'évaluateur parle en moyenne à 61% de lui-même au lieu de faire la projection sur l'autre personne, et ça reflète 61% de lui-même dans son évaluation. Et cette étude est très intéressante à lire parce que on sait ça, on se rend compte de ça quand on utilise un Ninebox. Quand on demande à un manager de dire est-ce que cette personne a du potentiel, on se rend compte que souvent c'est un référentiel très très biaisé et ça a été démontré scientifiquement. Mais il y a d'autres objections très connues. J'en ai résumé quelques-unes ici. Les principales. Un, le manque d'objectivité. Il faut reconnaître que la Ninebox est facilement jugementale. Le manager qui dit oh, ce type a un potentiel ou pas de potentiel, on arrive vite à des conclusions qui sont difficiles à calibrer. Pour moi du potentiel, pour toi du potentiel, c'est quoi? Et difficile à auditer. Une fois qu'on a dit que la personne avait du potentiel, il faut retrouver l'argumentaire qui se trouve derrière. Pour 30% des DRH dans une grande étude internationale qui a été faite, ça manque même de crédibilité. Et on voit d'ailleurs que dans beaucoup d'entreprises, c'est considéré comme un exercice de on va cocher la case. Oh, les RH me demandent de faire un truc et je le fais vite, alors je coche mes cases. Manque de précision, autre critique, à savoir que deux axes pour pouvoir parler de l'avenir de quelqu'un dans une organisation, c'est vraiment pas très lourd. Manque de sécurité, parce qu'une fois qu'on a dit tiens, telle personne a du potentiel, c'est facile, donner une bonne nouvelle à quelqu'un, c'est facile, mais comment je fais si par hasard la réponse est plutôt moins bonne? Lui expliquer qu'il n'a pas de potentiel avec un outil trop basique, en fait, c'est très compliqué de donner du feedback, ça risque même d'être confrontant ou démotivant. Et le dernier élément, c'est souvent la Ninebox se trouve totalement détachée du reste de l'écosystème RH. Ce qui fait que quand on a une Ninebox qui se balade d'un côté pour faire la gestion des talents et qu'après ça, on a tous nos autres outils qui sont eux-mêmes parfois même en contradiction avec les définitions de la Ninebox, ben on a les conséquences qu'on a aujourd'hui. On reproche au RH de ne pas être intégré, de ne pas être clair, d'être complexe, etc. Alors, les bonnes raisons pour lesquelles aller au-delà de la Ninebox sont les suivantes. La première se trouve très bien résumée chez Deloitte qui explique en fait, rappelons-nous que nous travaillons aujourd'hui dans une ère post-industrielle. Même il y a 10 ans, les entreprises d'aujourd'hui fonctionnent très différemment aujourd'hui et pourtant la Ninebox, c'est un vrai outil de l'ère industrielle. Donc en fait, on a une dichotomie entre ce que nous devrions faire demain et le type d'outil que la Ninebox représente. Et peut-être que c'est l'occasion de faire un petit sondage ici, Tanguy. Tout à fait. Je vais donc partager le sondage suivant. Sur quelle population utilisez-vous la Ninebox? Tous les collaborateurs sans exception, tous les cadres, plutôt les positions de management, uniquement les positions de senior management ou je n'utilise pas la Ninebox actuellement. Alors, évidemment, lié au fait qu'actuellement, la plupart d'entre vous n'utilisez pas la Ninebox. Dans la première question, ben, on voit bien que 60% ont répondu cela. Maintenant, pour les gens qui utilisent la Ninebox, on voit qu'il y a c'est mitigé. Donc, on a une partie qui dit que c'est pour tous les collaborateurs et une autre partie qui dit plutôt pour les positions de management. Donc, voilà. Reggie, je te redonne la main. Une autre raison pour laquelle il faut penser différemment à la gestion des talents, c'est ce concept de l'inclusivité des talents. Les talents jusqu'au niveau de l'atelier. Si vous regardez ce slide, vous voyez en fait la définition de notre nouvelle configuration au travail. On a, à partir de 2020, 5 générations qui vont se côtoyer. Donc, non seulement on a des populations qui sont très variées au niveau des responsabilités, mais on a également des populations qui sont très variées dans leur style de vie, dans leur regard sur le mode de fonctionnement, dans leur motivation, dans leur manière de trouver du sens ou non dans l'organisation.
Et donc, c'est très important qu'on arrive à trouver dans chacune de ces générations ceux qui vont nous permettre de piloter nos organisations ou de les emmener au niveau supérieur dans le court terme. Un grand élément de nouveauté aujourd'hui, qui a environ une dizaine d'années maintenant, c'est qu'on est entré clairement dans une nouvelle économie, ce qu'on appelle l'économie collaborative. Dans l'économie collaborative, on doit partager, et quand on amène ça au niveau de l'organisation, en fait, la gestion des talents, il faut la partager avec tous les managers. Il faut bien comprendre que toute la littérature nous montre aujourd'hui que la gestion des talents de demain, c'est les managers eux-mêmes qui vont la faire. Ce sont eux les nouveaux talent managers, ce sont eux qui vont identifier les talents, les attirer, les développer, les fidéliser. Donc nous devons, en tant que responsables des ressources humaines, nous devons leur amener les outils qui vont leur permettre de faire ce métier et pas fabriquer des outils qui vont nous permettre de le faire. Nous devons être là en support. En support, avec un autre élément majeur de nouveauté, c'est que les nouvelles générations particulièrement ont besoin d'avoir confiance, elles ont besoin d'objectivité, et c'est là qu'on voit arriver dans le monde des ressources humaines une grande dimension data, la dimension des données, et on voit l'arrivée des données dans les 5 années à venir comme la principale transformation dans le monde des RH. Donc pour ça, il faut avoir des outils qui vont amener la gestion des talents dans la partie data. Dernière chose à mettre en avant, c'est que le rôle des RH a aussi évolué. On ne demande plus aux RH d'aller réinventer un Ninebox. Il y a une centaine de Ninebox qui ont été, ils ont reconnus aujourd'hui dans le monde, mais le RH de demain, c'est pas d'en fabriquer une 101e, c'est d'aller chercher dans les outils qui existent ceux qui vont être le mieux intégrés et intégrés en quoi? Mais en fait, dans des solutions qui supportent l'engagement des collaborateurs au travail. N'importe quoi qui les amène à être plus engagés, ça, c'est ce que la RH doit faire. C'est le métier des RH d'être facilitateur et intégrateur de tous ces types de solutions, plutôt que d'aller en réinventer. On ne sera jamais aussi bon qu'en prenant les meilleures pratiques à travers le monde. Et dans le 21e siècle, c'est très facile de les récolter. Bon, ce problème étant posé, quelle est la solution? Comment fait-on alors pour gérer les talents si la Ninebox ne suffit pas? Je reprends ici un référentiel très intéressant de Deloitte. Je vous encourage à aller lire cette publication en 2017. Il disait en fait les organisations du futur arrivent maintenant. Et pour ça, leur explication était simple. Il y avait 3 conditions. 3 conditions. La première, c'est que les entreprises doivent créer un référentiel de base qui permet de mesurer la compétence et la variété des compétences au sein de l'organisation. Ce référentiel, dans l'explication, ils nous disent 2 axes, c'est insuffisant. Un référentiel, c'est plus que 2 axes. Deuxièmement, ce référentiel doit être facile à comprendre. Il faut qu'il permette de donner des idées claires et pour ça, il faut que le langage qu'on utilise soit un langage facile que les managers puissent également manipuler. Et troisièmement, ils disent le référentiel plus les idées claires, ça n'est pas suffisant. Il faut qu'on ait également des données facilement accessibles et toujours à jour. Ça, c'est l'introduction des analytiques dans la gestion des ressources humaines. Quand on voit ça, en fait, nous avons trouvé, et dans le travail qu'on avait à l'université, mais dans le travail de Q7 Leader, nous avons trouvé qu'en fait, c'était tout à fait les bons fondements sur lesquels il fallait travailler. C'est ce que nous avons fait. Nous avons travaillé sur les référentiels. On a observé que la gestion des talents, naturellement, la Ninebox est un outil utile. 2 éléments comme la performance, le potentiel, de toute façon, ce n'est pas le but de le détruire, simplement c'est de considérer qu'il n'est pas satisfaisant en tant que tel. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Les premiers éléments majeurs qu'il faut rajouter, c'est pour que ce soit un outil qui soit cascadable au niveau de l'entreprise, il faut qu'on se connecte sur les rôles et responsabilités. C'est du potentiel, mais par rapport à quel type de rôle? Et pour ça, il faut une matrice et un référentiel sur les rôles. Les compétences, c'est ce qu'on observe chez un collaborateur aujourd'hui. Il faut se connecter sur ses compétences d'ici. Et donc, il faut avoir des valeurs sur la compétence. La performance, la Ninebox ne donne pas assez de granularité, donc il faut renforcer cette granularité. La performance, c'est ce qui nous permet d'analyser ce qui s'est passé hier. La compétence, c'est aujourd'hui. La performance, c'est hier. Et le potentiel, c'est demain. 3 axes très importants à combiner.
à combiner à quoi? Aussi à la manière dont les gens fonctionnent. Donc, il faut également des valeurs sur la vision et l'adéquation d'un collaborateur par rapport aux valeurs de l'entreprise. Ça, c'est ce que nous avons intégré également comme axe critique. Ensuite, il y a deux éléments très importants, c'est la rémunération et la planification des ressources. Personne ne travaille juste pour le plaisir, donc connaître la position de quelqu'un par rapport à sa rémunération, c'est important. Et intégrer ça dans où se situe la personne dans sa carrière, combien d'années dans son job, combien d'années dans la société, qu'est-ce qu'elle a émis comme souhait d'évolution de carrière. Notre société s'appelle Q7 Leader. Pourquoi? Parce qu'en fait, au terme de nos recherches, qui ont duré une quinzaine d'années, nous avons observé qu'on pouvait faire une gestion des talents très performante avec ces 7 quests, ces 7 questions. On ne peut pas faire avec moins. Je suis sûr qu'on peut faire avec plus, mais on a plutôt tous intérêt à essayer d'avoir un outil le plus simple possible et des démarches le plus simples possible. Donc, si vous avez des valeurs sur les 7 éléments que j'ai mis sur ce slide, vous aurez une gestion des talents performante. Naturellement, c'était pour nous un objectif et c'est ce que nous avons développé dans notre organisation. Pour que le deuxième élément que Deloitte met en avant soit valide, il disait également qu'il fallait une compréhension claire pour tout le monde de c'est quoi quelqu'un qui a du potentiel, c'est quoi quelqu'un qui a de la performance. Et donc, nous avons travaillé en intégrant une série d'éléments qui permettent ces mesures, qui sont universelles, aujourd'hui d'ailleurs utilisées dans 40 pays, en France, en Suisse, aux États-Unis, enfin dans le monde entier, parce que nous avons développé un langage commun qui est le deuxième élément clé pour cette gestion des talents selon Deloitte, et le troisième, des données accessibles et mises à jour tous les jours. En fait, quand on a des informations sur les 7 éléments que j'ai mis en avant, et quand les gens se trouvent alignés, les managers sont capables d'utiliser ces valeurs par des applications comme celles que nous avons développées, en fait, il suffit d'avoir des algorithmes simples et les algorithmes nous donnent les réponses aux questions que nous nous posons. Exemple, j'ai pris ici des extraits des questions qui sont soulevées automatiquement. Avec les datas dont on dispose, les algorithmes nous permettent de dire, tiens, par exemple, qui n'est pas dans le rôle qui lui convient, qui est un top talent, qui fait partie du pool de compétences, est-ce qu'on en fait le meilleur usage, qui est le gardien des valeurs. Toutes ces questions qui sont aujourd'hui les questions de gestion des ressources humaines, ce sont les questions qu'on se pose dans le cadre d'un exercice de gestion des talents. Et ces questions-là, lorsqu'elles sont automatiquement répondues par des algorithmes simples, le travail de la RH commence. C'est là qu'on commence à amener de la valeur à nos managers. Conclusion, la gestion des talents pour les organisations du futur, c'est quoi? C'est n'importe quoi. Je vous ai donné un exemple de ce que nous avons développé, mais si vous réfléchissez bien pour valider vos choix dans les outils et l'approche gestion des talents, il faut vous baser sur des faits et des données objectives. Si vous êtes démonté facilement, c'est déjà pas un bon point de départ. La Ninebox est trop légère de ce point de vue-là pour pouvoir répondre à cette objection. 2, il faut un processus léger. Il ne faut pas, comme le dit Deloitte, que ce soit un truc qui demande un travail fou, et il faut qu'il soit supporté par des analytiques qui sont disponibles facilement. 3, il faut que la réflexion que vous utilisez et le mode de fonctionnement que vous mettez en œuvre soit applicable jusqu'au niveau de l'atelier. Ce n'est pas obligé de le mettre jusqu'au niveau de l'atelier dès le début, mais il faut penser que l'outil doit pouvoir fonctionner à ce niveau-là parce que c'est là qu'aura lieu la gestion des talents de demain. 4, dans un monde collaboratif, la machine ne remplacera jamais l'homme ou la femme. Donc, il faut que les outils aient été pensés pour que les managers puissent collaborativement valider, invalider et qualifier correctement qui a ou non le potentiel vers lequel sur lequel on veut des informations. Le dernier, c'est une expérience que depuis quelques années nous faisons, qui a été renforcée par le Covid. Il faut que ces outils que vous utilisez puissent également être utilisables en mode virtuel. Quand on a des sièges à travers toute la France ou l'Europe, c'est compliqué d'avoir à déplacer tout le monde pour aller discuter des collaborateurs, d'où la nécessité d'avoir des bons data. Avec des bons data, on peut faire de très très bons entretiens et discussions sur la gestion des talents. Voilà, je pense, Tanguy, que c'est là que je devais vous emmener. Je sais que... Merci beaucoup, Reggie. En attendant que tout le monde puisse poser ses questions ou remarques pour Reggie,
Je vous laisse encore quelques minutes pour les écrire, comme ça je peux les poser à Reggie si vous le souhaitez. Eh bien, donc concrètement, donc, Q7 Leader, j'en profite pour faire une petite parenthèse sur Q7 Leader. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Q7 Leader, qui n'auraient pas encore tout à fait compris qui on est, ben, donc Q7 Leader, c'est une HR Tech belge qui propose une approche systémique de la gestion de talent. On est adepte de nouvelles pratiques de leadership collaboratif. Q7 Leader donc, met son intelligence artificielle et ses analytiques au service de l'intelligence collective de vos organisations, pour améliorer la gestion de talent. Donc, pour ce faire, et donc c'est là, nous, on parle souvent de revue de talent 3.0, qu'est-ce qu'on a mis en place? En fait, on a mis en place 3 choses. La première chose, c'est qu'on s'est vite rendu compte que les managers, quand ils devaient faire un profilage d'un collaborateur, c'était pénible de mettre un collaborateur dans les 9 cases. C'est pour ça qu'on a créé une application avec des questions très intuitives, simples, qui permettent aux managers de profiler rapidement et de manière intuitive un collaborateur. La deuxième partie, c'est ce qu'on appelle, nous, le Talent et Leadership Day. C'est donc là où on utilise l'intelligence artificielle pour stimuler l'intelligence collective d'un groupe de managers au sein d'une organisation. Et la troisième partie, c'est évidemment toutes ces datas qui ont été récoltées. Au lieu d'avoir simplement des KPI de complétion, c'est-à-dire combien de gens ont complété le talent profiling d'un collaborateur, vous allez avoir des datas qui vont vous dire, par exemple, combien de personnes avec un niveau de compétence élevé dans mon organisation risquent de partir dans les moins de 2 ans, donc des datas qui sont très intéressantes pour vos roadmaps et analytiques. Vous allez enfin avoir des indicateurs d'impact. Voilà, c'était la petite parenthèse sur ceci. Ce que moi, je vous propose également, et j'y reviendrai, mais on vous propose une petite session en groupe pour tester justement ces nouvelles pratiques de leadership collaboratif. J'y reviendrai. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je ferai d'ailleurs un petit sondage pour savoir comment est-ce que vous voulez qu'on fasse un next step ou non avec vous. C'est avoir plus d'informations, rester au courant des prochains webinaires, une initiation au leadership collaboratif, donc à la revue des talents 3.0, ou bien une démo ou autre chose, avec plaisir. On aimerait évidemment aussi avoir votre feedback sur ce webinaire pour savoir comment on peut l'améliorer. Pour revenir au Q&A, je vois qu'on a quelques questions. Et donc là, Reggie, c'est pour toi. Sur quels critères évaluez-vous le potentiel? Alors, en fait, c'est cette combinaison des analytiques qui nous permettent d'amener cette valeur sur le potentiel. Donc, en fait, si vous avez uniquement la case les 9 box, vous avez une information, disons, parcellaire, souvent insuffisante, et mettez ça avec les informations que vous avez récoltées sur le profil de rôle, sur la façon dont les informations que vous avez récoltées, d'ailleurs ça mériterait de faire l'exercice avec cette application, c'est cette combinaison d'informations-là qui permet au manager ou à l'algorithme de dire cette personne-là est probablement prête à grandir. Elle va vous dire d'ailleurs dans la plateforme dit 3 choses. Elle dit, vous avez des gens qui sont en zone de force, donc c'est-à-dire que c'est encore à vous à déterminer si ce potentiel est plus ou moins grand, mais il va vous dire là, il y a quelque chose à faire. Des zones de développement et puis des zones, on appelle ça le pit stop. C'est des zones sur lesquelles une action doit être prise. En ce compris des gens qui ont beaucoup de potentiel, mais qui ne sont pas forcément dans une position sécurisée par rapport à l'entreprise. Et toute la logique de cette démarche, c'est bien les analytiques, c'est augmenter la connaissance des managers en accumulant et en combinant ces informations au travers de l'application. Ce que je propose peut-être, c'est de passer sur le dernier sondage pour terminer dans les temps. Évidemment, s'il y a encore une question, n'hésitez pas. Mais donc, pour poursuivre cette discussion sur le talent management, qu'est-ce que vous aimeriez comme prochaine étape? Donc, une invitation à l'initiation à la revue des talents. Nous avons plusieurs groupes d'organisés dans les semaines à venir. Il y en a déjà une première le 3 juillet, c'est ce vendredi, dans lequel vous pourriez être invité avec plaisir, évidemment. Recevoir une présentation avec plus d'informations, rien de particulier à l'heure actuelle, ou un rendez-vous virtuel pour une démo de l'outil plus approfondie. Voici les 4 étapes. Je vous propose d'y répondre gentiment. Merci beaucoup. Donc, je vois que tout le monde a quasiment voté. Donc, s'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on s'arrête là et je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt.